Tamerlan meurt en 1405. Il a conquis et ravagé l'entièreté de la Perse, pillé Bagdad, l'Anatolie, la Syrie et l'Inde. Il laisse derrière lui un empire gigantesque, et toute une foule d'héritiers qui n'attendent pas bien longtemps avant de s'entre-déchirer. Les peuples qui ont subi sa tyrannie s'en libèrent les uns après les autres, tandis que ses fils et ses petits-fils s'entretuent. L'empire s'effondre sur lui-même. Au fil du temps, il se resserre jusqu'à se limiter à la Transoxiane, en Asie centrale, et se divise même régulièrement entre plusieurs princes ambitieux. C'est dans ce contexte que naît Babour, en 1483. Il descend de Tamerlan par son père, le roi de Ferghana, et, paraît-il, de Gengis Khan par sa mère. Il hérite tôt du trône, et à seulement 15 ans, il parvient à conquérir Samarcande, l'ancienne capitale de l'empire de Tamerlan. Mais la ville est au centre des convoitises de tous les princes d'Asie centrale, et tout particulièrement des Ouzbeks, des Turco-Mongols héritiers de la Horde d'Or et de l'empire de Gengis Khan. Babour les affronte pendant 4 ans, Samarcande passant régulièrement d'un camp à l'autre, jusqu'à ce que le jeune roi en soit définitivement chassé. Roi errant son royaume et fort peu de soutien, il part en exil en Afghanistan où il parvient à rassembler, une dernière fois, une armée de fidèles. Avec celle-ci, il s'empare de l'une des plus importantes cités de la région, Kaboul, en 1504, à seulement 21 ans. Il passe plusieurs années ici, consolidant son pouvoir, avant d'entreprendre une nouvelle conquête de la Transoxiane, pendant laquelle il échoue de nouveau face aux Ouzbeks à 2 reprises. Le roi finit par se résigner et rentrer régner sur son petit royaume montagneux. Il ne mène plus de campagne militaire pendant une décennie. Mais Kaboul n'est pas si faste, alors que l'Afghanistan est coincé entre 2 des plus riches régions du monde, la Perse et l'Inde. Cette situation ne peut convenir à un prince ambitieux comme Babour. Alors c'est décidé, si l'empire de ses ancêtres lui est fermé, il conquérera de nouvelles terres ailleurs. 11 ans après son échec à Samarcande, le roi prend la tête de son armée de plus de 10 000 hommes et s'engage dans sa conquête du sultanat de Delhi, l'ancien plus puissant royaume du nord de l'Inde, qui connaît à ce moment un terrible déclin et de trop nombreux troubles politiques. Lorsque Babour s'y aventure, le sultan souffre même d'une guerre civile. Mais la campagne est longue, le territoire à contrôler est immense et le butin l'est tout autant. C'est seulement après 5 années que se déroule la bataille décisive. À Panipat, en 1526, Babour écrase l'armée de Delhi malgré une terrible infériorité numérique, grâce, entre autres, à son utilisation de l'artillerie. Le sultan ennemi perd même la vie pendant la bataille. Babour entre finalement dans Delhi, comme Tamerlan plus d'un siècle avant lui, et s'y fait proclamer empereur de l'Inde. Le titre est pompeux, au vu de la petite portion qu'il occupe du sous-continent, mais il démontre bien son ambition. Pas le temps de se reposer toutefois, dès l'année suivante, il doit faire face à un ennemi autrement plus dangereux, le prince du Méwar, qui doit une nouvelle fois affronter malgré une immense infériorité numérique. Ayant le luxe de choisir le lieu de l'affrontement, Babour choisit une position défensive qui lui est avantageuse, et grâce à son artillerie et aux trahisons dans le camp adverse, il parvient également à remporter cette victoire inespérée. Il profite de celle-ci pour s'emparer de la région du Gange. Grand conquérant, Babour n'a malheureusement pas le luxe de profiter de son empire bien longtemps. Il meurt dès 1530 à seulement 47 ans. C'est alors son fils, qui a bien participé à l'invasion avec lui, qui doit lui succéder. Mais avec l'exemple de Tamerlan, on sait bien que la succession chez les princes turco-mongols est souvent compliquée, et encore plus quand leur empire repose en grande partie sur des conquêtes sanguinaires. Et de fait, Humayun, le nouveau roi, fait face à de graves rébellions dès qu'il accède au pouvoir. Et dès 1540, il est chassé du trône par un gouverneur rebelle. Comme son père avant lui, il s'exile alors, partant errer sans royaume jusqu'à la Perse, où il est finalement accueilli par le shah Tahmasp Ier, qui règne sur la région. Ce dernier lui apporte son soutien et lui prête des troupes, ce qui permet à Humayun de refaire irruption en Inde 15 ans après en avoir été chassé. En 1556, il remporte une nouvelle bataille à Panipat qui lui ouvre les portes de Delhi. Le roi récupère son trône. Avec lui, et cette reconquête, l'empire moghol s'établit définitivement dans le nord de l'Inde. C'est Akbar qui hérite du trône à la mort de son père. Il n'a alors que 13 ans. La régence est entre les mains de l'un des généraux de confiance d'Humayun, un certain Behram Khan. Trop autoritaire, il se rend rapidement impopulaire et doit se retirer, ce qui offre l'occasion au jeune roi de commencer à imposer son autorité. Il fait toutefois face à de nombreuses révoltes qui ne prennent fin qu'en 1564, lorsque Akbar remporte la bataille de Machiwara face aux rebelles. Pendant son règne, il étend les frontières de son empire jusqu'à des proportions jamais vues, vers le Gujarat et le Sindh au sud-ouest,
l'Afghanistan au nord-ouest, le Bengale à l'est et l'Orisha au sud-est. C'est la quasi-totalité de la moitié nord de l'Inde qui se retrouve entre ses mains. Mais ces conquêtes n'auraient jamais pu être rendues possibles sans une judicieuse politique intérieure. Et de ce côté aussi, Akbar a fait un excellent travail. Deux domaines sont particulièrement importants, la religion et l'administration. La première d'abord, il faut bien comprendre que les souverains moghols, comme les sultans de Delhi avant eux, sont musulmans. Mais leur population, elle, est presque entièrement hindoue. La religion du prince n'est pas celle du peuple. Pour sauvegarder son trône, Akbar a donc tout logiquement adopté une attitude très conciliante envers les communautés non musulmanes, ce qui s'est traduit par plusieurs politiques. Pour commencer, il abolit la jizya, cet impôt spécial imposé aux non-musulmans. Il allège ainsi le fardeau fiscal qui pesait sur sa population tout en rendant celle-ci plus équitable, favorisant la coexistence entre les différentes communautés religieuses. En ce sens d'ailleurs, il encourage aussi toujours les mariages mixtes entre plusieurs communautés. Lui-même épouse une princesse hindoue locale. La cour de l'empereur est donc multiculturelle et multiconfessionnelle, à l'image du sous-continent indien, et c'est le persan qui y sert de langue universelle. Cette originalité l'a mené à tenter de créer son propre syncrétisme, sa propre religion d'une certaine façon, le Dini Ilahi, qui tente de fusionner des éléments issus de l'islam, du christianisme, de l'hindouisme et du zoroastrisme. Elle ne cherche pas à remplacer les religions préexistantes, mais plutôt à leur donner un socle philosophique commun pour les unifier. Cette tentative ne survit pas à Akbar, mais elle montre, encore une fois, son attrait pour le multiconfessionnalisme. L'administration ensuite. Les fonctionnaires, classés en fonction de leur rang et de leur capacité à lever des troupes, selon un nouveau système créé par Akbar, le Mansabdari, sont autant de musulmans, d'hindous et de sikhs qui gouvernent l'empire pour le Moghol. Bien que les musulmans soient de loin les plus nombreux parmi les fonctionnaires civils, les hindous tiennent une place très importante dans l'armée. Ce nouveau système permet donc de hiérarchiser la noblesse. Chaque officier civil ou militaire de l'empire reçoit un mansab, un rang qui définit son salaire et le nombre de cavaliers sous son commandement. Ce rang est donc autant administratif que militaire. Il définit le nombre d'hommes qu'un officier a sous ses ordres, un peu comme le système décimal dans l'empire mongol. Un nombre qui peut aller de 10 à 5000, le commandement de 7000 à 10 000 hommes étant réservé aux princes impériaux. On maintient ainsi une armée puissante et la stabilité sociale, les deux en un. Ses conquêtes et sa politique, ajoutées à son attrait pour les arts et la littérature, ainsi que la bonne santé économique sous son règne, expliquent que celui-ci a été l'âge d'or de l'Empire moghol. Avec Akbar, s'éteint l'âge d'or moghol. L'Empire s'effondre d'un coup. Je rigole, c'est bien moins dramatique que ça. En réalité, il lui succèdent encore 3 rois qui continuent de jouer un rôle très important dans l'histoire de l'Inde et de la Perse. Mais l'Empire ne sort pas indemne de leur règne. Le premier d'entre eux, c'est Jahangir, le fils d'Akbar, qui lui succède à sa mort en 1605. Il hérite d'un empire immense, prospère et étonnamment stable. Il doit cependant faire face à certaines révoltes, notamment venant de son propre fils. Mais le roi ne s'en sort pas trop mal tandis qu'il poursuit la politique expansionniste de son père. Au moins jusqu'à ce qu'il ne tombe dans l'opium et l'alcool, une addiction qui l'empêche progressivement de régner correctement. Le pouvoir royal se fragilise alors au profit des ministres du souverain, tandis que l'empire subit une invasion perse. Lorsqu'il meurt en 1627, c'est son 3e fils qui lui succède, celui-là même qui est rentré à plusieurs occasions en révolte contre lui. C'est Shah Jahan. Son règne est assez notable, pas pour ses succès militaires, mais pour les monuments qu'il fait construire à grands coups. Il est, entre autres, à l'origine du Taj Mahal, qu'il fait construire pour servir de tombeau à son épouse. Il renforce aussi énormément l'armée, qui atteint des effectifs immenses. Mais entre ça et les chantiers coûteux, les caisses se vident et la pression fiscale se renforce. Surtout que ça ne permet pas à l'Empire de véritablement s'imposer militairement, et il échoue encore contre les Perses. S'ajoute aussi une terrible famine qui fait plusieurs millions de morts. Les princes impériaux parviennent malgré tout à poursuivre la politique de leurs ancêtres en renforçant la position moghole en Inde, dans le Décan. Mais c'est vraiment avec Alamgir, qui succède à son père défunt en 1658, non sans avoir dû combattre ses propres frères pour y parvenir, que l'Empire commence à bien vaciller. Son règne a 2 visages. D'abord, c'est sous celui-ci que les Moghols atteignent leur apogée territorial. L'Empire est plus grand que jamais et s'étend sur la quasi-totalité du sous-continent, ce qui est permis grâce à des campagnes militaires victorieuses.
Mais ça ne se fait pas sans contre-coup. La faillite budgétaire qui pointait déjà le bout de son nez pendant le règne de son père s'aggrave. Les guerres sont clairement trop coûteuses et enfoncent le trésor impérial. Mais surtout, Alamgir commet l'erreur de se montrer trop conservateur sur le plan religieux. Il brise la tradition de tolérance que ses ancêtres ont toujours respectée. Il cherche à rétablir une vision plus orthodoxe de l'islam et s'en prend aux pratiques culturelles qui n'y sont pas conformes, ce qui provoque forcément des conflits avec les hindous. Au sud-ouest, le royaume marathe naît d'une révolte. Celle-ci sera à l'origine de plusieurs décennies de conflits avec les Moghols. Guerre presque perpétuelle, révolte abondante et pression économique croissante, en un siècle, 3 règnes, l'empire moghol perd de sa stabilité et de son unité, tandis que ses différentes provinces gagnent en autonomie au profit des gouverneurs régionaux. Fait étonnant toutefois, l'empire ne subit pendant ce temps aucun grand conflit extérieur. Il ne souffre d'aucun grand conquérant étranger. Il meurt en fait avant tout à cause de ses propres conquêtes inutiles dans le sud de l'Inde et à cause du fanatisme religieux de son dernier grand empereur. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci c'est sûr, à la fin du règne d'Alamgir, l'empire, pourtant à son apogée territorial, est bien loin de son âge d'or. Le dernier des grands Moghols était mort. Il laissait l'Empire, sur le papier, plus vaste qu'il n'avait jamais été, plus faible en réalité qu'on ne l'avait jamais vu. Un château de cartes qui contenait en lui tous les germes de sa destruction. Écrit l'historien André Clos lorsqu'il cherche à décrire l'Empire au lendemain de la mort d'Alamgir. En près de 2 siècles, entre Babur et Alamgir, l'Empire moghol n'a connu que 6 souverains. La stabilité est impressionnante. Pendant le demi-siècle dont on s'apprête à parler, il en connaîtra 10. Pour bien commencer, les 3 fils de l'empereur défunt s'affrontent pour le trône dès qu'ils apprennent sa mort. Celui qui en sort vainqueur, Bahadur Shah, a déjà 64 ans. Pendant son court règne, il tente d'apaiser les tensions créées par son père. Il met déjà fin aux persécutions religieuses et réintègre les hindous à sa cour. Mais il ne peut empêcher l'Empire de connaître de nouvelles révoltes, notamment du côté des Sikhs. À sa mort, les princes de sa cour s'affrontent une nouvelle fois pour la succession. 3 de ses 4 fils y trouvent la mort. C'est alors son petit-fils qui accède au pouvoir. Il en est chassé après seulement 6 ans de règne par les frères Saïd, 2 nobles très influents de la cour. C'est désormais eux qui mettent la main sur le pouvoir. Ils font et défont les empereurs qui ne le sont que de nom. Ainsi, 3 empereurs se succèdent en une année. Le dernier d'entre eux est Mohammed Shah. Il reçoit le trône à seulement 17 ans. Marionnette des frères Saïd, il ne peut freiner la dislocation de son empire qui souffre partout de révoltes. Les gouverneurs locaux, les Nakab, deviennent complètement indépendants un peu partout en Inde. Ils ne reconnaissent plus que symboliquement le pouvoir de Delhi. Et encore quand ils le reconnaissent. Mohammed finit par parvenir à se débarrasser des frères Saïd. Il tente même pendant un temps de renforcer son autorité et de récupérer certains territoires perdus, s'attaquant même aux Maraths. Mais c'est peine perdue, et il finit par abandonner devant l'hostilité de sa cour. Il vaut mieux être un empereur sans pouvoir, avec son harem, sa cour et ses richesses, qu'être déposé, voire assassiné. En 1736, un nouveau souverain arrive au pouvoir en Perse, Nader Shah. 2 ans plus tard, il s'engage dans une conquête de l'Afghanistan qu'il poursuit jusqu'en Inde. Suivant les pas de Babur, il multiplie les massacres dans les régions conquises jusqu'à affronter l'armée levée par Mohammed pour lui faire face. À Karnal, en 1739, 80 000 Moghols sont écrasés par les troupes persanes. Nader finit par entrer dans Delhi aux côtés de Mohammed avant de faire piller la ville. 30 000 personnes y perdent la vie. Les Persans n'acceptent de se retirer du pays qu'après avoir méticuleusement récupéré toutes les richesses du palais impérial, extorqué tous les nobles de la cité et reçu un tribut de tous les gouverneurs qui obéissent encore à l'empereur moghol. Mohammed est rétabli sur son trône, mais il doit sa couronne au Shah de Perse et perd le centre de son pouvoir, toutes les provinces à l'ouest de l'Indus, le Pendjab et l'Afghanistan. À sa mort, en 1748, l'Empire n'a plus d'armée, plus de trésors et presque plus de territoire, alors même qu'il est plus que jamais menacé par la Perse, l'Afghanistan, les Maraths et les Européens. En Afghanistan, les Perses sont chassés par l'un des anciens généraux de Nader Shah, un certain Ahmad Shah. L'Afghanistan devient alors la plus grande menace pour les Moghols. Dès 1749, l'armée du Shah prend la route de l'Inde pour s'emparer du Pendjab, de Lahore, de Multan et du Cachemire.
7 ans plus tard, il poursuit sa campagne victorieuse par la prise de Delhi, presque pas défendue par ce qui reste de l'Empire moghol, avant de partir piller les grands lieux saints hindous. Le bouclier de l'Inde, c'est alors les Marathas, puisqu'ils ont la main sur le dernier grand empire du sous-continent. En 1758, ils mènent une expédition pour arracher aux Afghans leur dernière conquête, et récupèrent ainsi le Pendjab. La réaction ne se fait pas attendre. La région est reprise dès 1760, ce qui force les Marathas à réagir. À Panipat, la même année, l'armée marathe est annihilée par les Afghans. La force militaire du dernier bouclier de l'Inde est rasée. L'empereur moghol, Alam II à ce moment, récupère son trône à Delhi, mais ne règne plus que sur les environs de celle-ci, bien que certains gouverneurs continuent de lui rendre hommage dans quelques régions. La situation désastreuse des puissances indiennes laisse le champ libre aux Européens pour gagner en influence sur le continent. À ce moment, ça fait très longtemps que ceux-ci y sont déjà présents pour des raisons commerciales. Les Portugais, les Néerlandais, puis les Anglais et les Français ont tous des comptoirs dans plusieurs grandes villes du sous-continent. Pendant les dernières décennies, les compagnies françaises et anglaises se sont affrontées pour le contrôle de l'Inde. La France est parvenue à mener une importante politique d'influence avant de devoir s'incliner pendant la guerre de 7 ans. En 1760, c'est donc les Britanniques qui mènent la danse. Depuis 1757 et la bataille de Plassey, ils ont d'ailleurs la main mise sur le Bengale, une région qui dépendait auparavant des gouverneurs moghols. Celle-ci est mal perçue, et les gouverneurs du Bengale et d'Awadh se joignent à l'empereur moghol pour tenter de repousser les étrangers en 1764. La bataille de Buxar signe pour de bon le début de la domination britannique sur le nord du sous-continent. Avec cette défaite, l'empereur moghol et ses gouverneurs sont forcés d'accorder le droit de collecter des taxes à l'East India Company. À partir de cet instant, les Moghols ne deviennent plus que des sortes de vassaux britanniques. Ils gardent leur trône et leur cour, mais sont dans les faits soumis à la Compagnie des Indes orientales. Ce système sera par la suite généralisé sur la quasi-totalité du sous-continent par les Anglais. Pour voir les Moghols disparaître définitivement, il faut encore attendre 1857 et la révolte des Sipahis qui secoue l'Inde britannique. Les insurgés nomment l'empereur Bahadur Shah commandant en chef de leur révolte. C'est un signe fort, mais ce dernier s'est probablement plié à ça contre son gré après avoir vu Delhi tomber entre les mains des révoltés. Lorsque les Britanniques écrasent finalement la révolte, Bahadur Shah est destitué et forcé à l'exil. Avec lui disparaît le dernier débris des anciens grands Moghols qui ont, un jour, régné sur le plus puissant empire de son temps.